Notion est vu en fait comme un outil de prise de notes, d'organisation, et cetera, mais également évolue dans un écosystème, le no-code. Donc j'aimerais bien qu'on parte un petit peu là-dessus et qu'on essaye de voir en fait, en quoi est-ce que c'est un outil no-code. Donc peut-être que déjà en préambule, peut-être Alex, est-ce que tu peux rapidement nous définir de façon très succincte quelle serait ta définition pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du no-code et du coup derrière répondre un petit peu à la question. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça et en quoi est-ce que oui ou non ça peut être un outil Notion? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de disparités autour de ça? Bonne chance. C'est une bonne question parce que c'est une question qui fait débat, même si on a tous accepté avec plaisir Notion, on va dire, au sein de cet écosystème no-code. Un outil no-code, très rapidement, et, comment on le définit nous chez Contournement, c'est des outils en ligne où il n'y a rien à installer, qui sont accessibles. Ça, c'est important, c'est ça qui les rend accessibles, qui permettent de créer des livrables numériques sans avoir à lire ou écrire du code. Et moi, j'aime bien rajouter, enfin, on a vu vraiment l'émergence, en fait, pour construire un livrable numérique, une application, on va dire, au sens large, hein, un site, bah, il faut généralement une interface, une base de données et de la logique, la trinité, comme on dit. En fait, la question de voir maintenant, c'est est-ce que Notion rentre là-dedans, quoi? Donc à la base, Notion, ça permet, on va dire, de faire une interface. Ça, c'est de base, c'est-à-dire tu crées quand tu fais un texte, on va dire, tu peux mettre des colonnes et tout, tu fais une interface. Il y a des gens qui font leur site web avec Notion, hein, c'est un usage qui est devenu très, très fréquent. Il y a des bases de données. Est-ce qu'il y a de la logique? Ça, c'était la question, est-ce qu'on peut faire de la logique? Est-ce qu'on peut faire de la programmation visuelle dans Notion? Bah, on voit on commence à pouvoir en faire de plus en plus, quoi. Et grâce à Shubham qui a organisé un super, événement à la fin de l'année dernière où il y avait 3 personnes de chez Notion qui répondaient, aux questions, donc à Paris. On a eu l'occasion de leur poser un peu des questions et ils nous ont dit donc qu'ils sont en train de travailler sur des idées de moteurs de workflow et donner un exemple auquel j'avais pas vraiment réalisé, mais que, par exemple, maintenant dans une base de données, on peut définir une récurrence pour la création de nouvelles pages dans cette base de données. On peut dire, par exemple, toutes les semaines, j'ai une nouvelle entrée qui va se créer avec tel template et donc en fait, ça, c'est de la logique. Concrètement, ils sont en train de compléter un peu cette trinité. Mais moi, j'ai vu des usages de Notion, notamment, par Jérémy de chez The Toolbox, par exemple, des usages qu'ils font, ils créent vraiment des logiciels, en fait, Mhm. des outils internes pour leurs clients avec Notion et donc pour moi, à partir de là, ça fait de Notion un outil no code. Shubham, du On est coup, sur, d'accord, hein? sur cette question-ci, est-ce que toi, pour toi, oui ou non, c'est un outil no-code? En quoi est-ce que ça s'inscrit ou pas dans un outil no-code? Pourquoi est-ce qu'il y aurait débat? Bah, moi, je suis d'accord sur tout ce qu'a dit, Alex sur la partie, le triptyque dont il parlait. Je pense que c'est très clair quand tu viens d'un background technique, ce truc-là de base de données, logique, interface. Mais, justement ce que Notion a fait et je pense que c'est et même si tu vois, tu en avais parlé avec eux, sur cette histoire de no code et de branding essentiellement, c'est qu'en fait les outils no code, même le mot au final, même si tu vois, il y a tout un travail qui est fait par tout l'écosystème pour élargir ça, pour rendre ça plus accessible et tout. Mhm. La réalité, c'est que c'est encore un truc de geek. Et Notion, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à faire passer cet outil no code, qui est Notion, dans lequel tu peux faire des bases de données, de la récurrence, des relations, des formules assez poussées dans lesquelles tu peux changer vraiment tout et quand tu utilises un peu l'API, etc., tu te rends compte que c'est construit comme un outil no-code dans la manière dont c'est fait. Ils ont réussi à le faire passer comme un outil grand public à la Evernote. Et c'est ça la magie du truc, en fait. C'est que les mecs sont très, très Mmh. forts, les mecs et les meufs, hein, qui sont très, très forts sur le branding du truc. La manière, quand tu vas sur leur site, la simplicité avec les petits bonhommes et tout, avec des blocs et tout, ils sont tous en train de jouer et tout. La réalité, c'est que c'est une usine à gaz à l'intérieur. Tu Mmh. donnais l'exemple de Jérémy qui a réussi à construire des tools entiers. Pareil, quand tu regardes, je sais pas, genre mon Notion aujourd'hui, il y a tellement de trucs qui se passent dedans que c'est une usine à gaz. Après, moi, j'aime bien parce que, c'est mon outil de travail dans lequel mon activité, j'automatise beaucoup de choses dessus. Mais évidemment que c'est un outil no code, évidemment qu'il n'y a pas débat, selon moi. Mais c'est juste que ça arrange plus ou moins tout le monde de ne pas mettre Mmh. jamais sur le site, la front page no code, Notion, il y aura marqué no code parce que ça ne s'adresse pas à des gens no codeurs, en fait. Mhm. Du coup, question pour toi, Camille. Est-ce que, à aujourd'hui, on peut totalement ou pas utiliser Notion comme un outil de contribution? On parlait de site web notamment tout à l'heure. Est-ce qu'à aujourd'hui, c'est possible de s'intégrer, on va dire, sur certaines, je sais pas moi, sur d'autres outils ou autres, et finalement d'avoir un espace de contribution comme on aurait typiquement, je sais pas, un WordPress ou ce genre de choses, ou un Drupal, de contribuer du contenu dans Notion et que ça puisse s'intégrer après sur d'autres outils pour pouvoir faire des sites entre guillemets no code, quoi. Est-ce que c'est possible?
Alors, oui. En fait, ça dépend. Est-ce que tu veux te servir de Notion comme un CMS simple et utiliser les outils qui existent déjà pour en faire un site web un petit peu plus clean, Mhm. par exemple comme Super, comme Potion, etc. Ou est-ce que tu veux juste te servir de Notion comme, entre guillemets, base de données ou comme traitement de texte pour simplifier vraiment la chose et ensuite basculer ça vers du WordPress, par exemple. Enfin, dans tous les cas, les deux réponses, c'est oui, Ok. dans les deux cas de figure. Jusqu'à présent, disons qu'il y avait au final assez peu de liaisons vers d'autres outils de création de site web ou de CMS à proprement parler. Aussi parce que l'API Notion, elle est sortie en fait, en tout cas, hors bêta officiellement en Bêta mai 2021 et je crois en ouais, 2022, 2021. c'était la version finale. Donc, c'est quand même assez tardivement, et ce qui fait qu'il y a eu des intégrations qui ont été faites en natif beaucoup plus tôt. Mais enfin, disons que c'est encore un petit peu lent à ce niveau-là, disons, à moins de manipuler soi-même l'API via Make, via Zapier ou N8N ou autre chose. Mais disons qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'options natives et je pense que ça a rebuté pas mal de gens. Du coup, on avait plutôt tendance à passer par des outils comme Super, comme Potion, etc. Et du coup, en mettant tout le contenu, enfin, ça restait quand même clairement du Notion, en fait, dans le résultat final, tu vois. Une des raisons d'ailleurs pourquoi ça reste très clairement du Notion, c'est parce qu'il y avait peu de gens qui allaient utiliser ces outils-là, qui allaient ensuite mettre leur main à la pâte côté CSS, justement parce qu'ils voulaient rester dans une logique no-code et pas du tout modifier, aller vraiment dans la personnalisation parce que c'est possible. Mais en fait, si tu voulais changer vraiment l'apparence du résultat final, il fallait coder. Contrairement à aujourd'hui où tu as l'API qui a permis d'ouvrir sur d'autres outils et potentiellement de le plugger sur d'autres outils et du coup d'arriver comme ça à s'interfacer et à vraiment créer des fronts très clean quoi. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des intégrations après, genre par exemple vers Webflow. Je sais qu'il y en a une qui est en train d'être créée vers WordPress. Je pense que ça va venir. C'est encore un peu lent, mais clairement, ça va être la next step pour sortir un petit peu des outils qui étaient existants jusqu'à présent, mais qui étaient un petit peu limitants si on ne codait pas du tout, ne serait-ce que du CSS. Parce que moi l'application que j'envoie, tu vois, typiquement, c'est que, donc, comme je vous le disais en début d'interview, donc l'agence en fait qui soutient Déclic, donc c'est une agence toulousaine qui s'appelle PicBeam, et en fait on est spécialisé sur la partie Jamstack, donc en gros c'est des façons de concevoir les sites qui sont un peu différentes, on va dire, de la façon classique, et on a ce côté ultra modulaire. Et donc je me disais ça peut être intéressant finalement, notamment dans un cadre Jamstack, de se dire peut-être qu'on peut avoir alors peut-être pour des utilisations type outils internes, j'en sais rien. Mais en fait, est-ce qu'on peut pas aujourd'hui complètement envisager le fait de contribuer typiquement des articles, du texte, des images, etc. Et ensuite, nous, on vient le chercher avec ce qu'on appelle, nous, notre générateur de site statique, c'est-à-dire c'est ce sur quoi on va définir des templates, et en fait, alimenter tout ça via Notion, et puis s'en servir comme d'un CMS, quoi, finalement. Ouais, il y a plein de. En fait, si tu veux, les gens du no-code ont leur version de la Jamstack, tu vois, avec du Airtable, du Software, du Make, par exemple, tu vois, il y en a plein qui font ça. Et puis, il y a plein de crossovers qui sont de plus en plus visibles, avec, tu vois, du front qui va être fait en code classique et du back-end qui va être fait en Airtable. Autre chose, c'est que tu vas avoir un CMS qui va être un CMS no-code, tu vois, donc tu en as plein, donc qui sont déployés une fois, et puis derrière, le front, il va être fait en software, par exemple. La raison pour laquelle, selon moi, et en effet, tu parlais de WP Connect, je crois, en fait, c'était une synchro avec Notion et avec WordPress. En fait, c'est les débuts de ce genre de truc où, en fait, il y a de plus en plus de plugins avec du two-way sync, donc de la synchronisation d'un côté et d'un autre qui vont arriver. Je ne crois pas qu'en effet, il en existe un sur Webflow, mais pour les gens qui veulent vraiment le faire, ça existe. Il va y avoir de plus en plus, surtout avec du Notion qui, d'un point de vue markup, est relativement simple parce que ça respecte tu vois, ça respecte Markdown. Là où les gens, tu vois, utilisaient du Ghost, par exemple, tu vois, c'était un CMS c'est un CMS open source, etc. Et en fait, ils se vantaient, les développeurs, d'écrire regarde, tout mon blog est écrit en Markdown dans un fichier, regarde comment je suis libre. La réalité, c'est que tu exportes un Notion, c'est aussi du Markdown aussi. Donc, en fait, c'est juste que tu as du Markdown dans du Notion et que derrière, tu as ton front qui est fait. Donc, il y a de plus en plus de crossover. Évidemment, à prendre avec des pincettes, que j'ai vu la tête d'Alexis, c'est pas vraiment du Markdown. Il y a des nuances à ça, mais l'idée est là, c'est qu'en fait, c'est tellement plus simple pour les gens d'ouvrir un fichier Notion que d'ouvrir d'ouvrir un vrai fichier Markdown qui s'affiche sur Markdown. Moi, c'est pas forcément par rapport au Markdown que je réagissais, mais c'est plus sur le. Non, mais je me pose la question, tu vois, c'est justement sur ce type d'architecture que je trouve un peu compliqué. Je suis pas sûr de voir l'intérêt, mais c'est peut-être plus une question pour Anto, ou c'est toi, quel est l'intérêt que tu perçois? Enfin, cela dit, toi, tu parlais de Jamstack, donc là, je peux comprendre l'intérêt d'avoir un back-end simple.
Mais par exemple, la connexion entre Notion et WordPress, je veux dire, très franchement, écrire un article dans WordPress, c'est littéralement pareil que d'écrire dans Notion, quoi. C'est le Gutenberg, c'est exactement un moteur de blog, c'est exactement la même chose. Est-ce que Press, tu as collaboré avec 10 personnes sur WordPress? C'est ça la question. pour écrire un article, où chacun écrit Ouais. des articles, Par ça, c'est exemple, clair que plusieurs. tu peux pas écrire des articles à plusieurs sur WordPress. OK, tu En vois? fait, je pense Il que y a un mécanisme de révision et tout, tu ouais, vois? voilà. Mais, C'est ça le truc. Je c'est pense que le pas workflow synchro. de tu as le rédacteur, tu as le correcteur, tu as celui qui va le rendre en multilingue ou faire la SEO review, etc. Mais je suis d'accord que l'expérience d'écriture, tu vois, avec les Yoast SEO, etc., tous les plugins, je la préfère personnellement dans WordPress, tu vois, parce que moi, je Ah le bon? fais avec une personne. Mais j'imagine que les gens qui l'ont conçu, Ah, moi, c'est après, plus pour le workflow. Non, après sur la collaboration, c'est une bonne réponse. Là, j'avoue déjà, Moi, c'est une raison effectivement de le faire dans Notion plutôt. Au-delà de la collaboration, le cas typique, moi, que je voyais, en fait, c'était, ben, je parlais d'outils internes, c'est-à-dire que, par exemple, je suis dans un cas où je travaille pour un groupe, une entreprise, et en gros, ben, potentiellement, il peut y avoir plusieurs équipes qui fonctionnent, voilà, avec plusieurs, je sais pas, plusieurs équipes com, j'en sais rien, enfin bon, bref, chacun a un peu ses façons de faire, mais Notion peut être un point central sur lequel les gens très facilement vont contribuer, et donc, typiquement, demain, je suis développeur, je dois mettre en place un outil interne qui permet, en fait, de contribuer, et après, derrière, ben, ça va donner un affichage, je sais pas moi, les gens rentrent leurs heures, j'en sais rien. C'est un exemple débile, on est d'accord. Mais en gros, j'ai un outil interne à mettre en place. Au-delà de l'aspect collaboratif qui est effectivement intéressant, je trouverais ça intéressant de se plugger sur un outil dont l'interface est très facile et où tout le monde déjà connaît un peu parce que ça a quand même pignon sur rue, Notion, on va pas se mentir. Et en fait, de faire en sorte de faciliter un peu, et c'est moi en fait qui vais m'adapter en fait à eux. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont déjà l'habitude, ils ont l'expérience de Notion. Et moi, en fait, basé sur ce qu'ils vont m'écrire, sur voilà, tout ça, je vais arriver en fait à prendre l'info et à l'afficher correctement. Donc moi, mon cas, je dirais type, ça serait ça, c'est demain, je dois faire un outil interne ou ce genre de choses. Ça peut être aussi un site, hein, mais moi, je prends le cas de l'outil interne. L'avantage que j'en tire au-delà de l'aspect collaboratif, c'est que je vais exploiter une interface et une UX d'un outil qui est déjà connu de tous. Et même si quelqu'un ne connaît pas, il a 1 milliard de tutos pour très facilement s'intégrer à ça. Là où moi qui suis développeur de base, bah, des fois, quand tu changes de CMS, tu passes de WordPress à Drupal ou ce genre de choses, très souvent, c'est très compliqué en fait de faire basculer d'une techno à l'autre, même si tu peux customiser énormément les interfaces de contribution, assez vite, tu vas être limité enfin, tu vas pas être limité, mais les gens vont avoir du mal à vouloir faire cette Ouais. migration-là. C'est ça un peu l'intérêt que j'y vois, tu vois. De pas trop les brusquer, en fait, c'est ça l'idée. Un autre élément quand même assez important à prendre en compte, c'est justement cet aspect, comme tu dis, de faciliter de changements qu'ils vont apporter, par exemple, un outil interne ou un site ou quoi que ce soit. Moi, typiquement, je sais que j'ai mon site perso et le site de la communauté sur Notion pour une raison très simple, c'est que je suis tout le temps, enfin, j'ai toujours un onglet Notion qui est ouvert. Ouais. Du coup, si je veux faire une modif comme ça de dernière minute sur le site, j'ai pas à changer d'outil, j'ai pas à me connecter ailleurs, j'ai pas à galérer parce qu'il y a peut-être une nouveauté que j'ai pas vu passer sur tel ou tel outil du coup d'interface. C'est extrêmement rapide pour moi de faire n'importe quelle modif, mis à part peut-être en termes de design poussé, disons. Ça vient en fait s'inscrire dans mon quotidien et dans mon utilisation de l'outil qui est central au final. Et donc, comme tu dis, si c'est des gens qui l'utilisent déjà pour, je sais pas, leur gestion de projet ou pour le wiki de leur boîte, et qu'à côté de ça, ils veulent faire une page nouveauté pour leurs clients, ou j'en sais rien, un truc comme ça, pourquoi faire en sorte de les pousser sur un autre outil alors qu'ils peuvent le faire là de manière simple et efficace, et après, effectivement, avoir quelqu'un qui s'occupe de le mettre en page de manière un petit peu plus poussée, quoi. Imaginons un blogueur, quelqu'un qui va gérer justement tous ses tickets, qui va gérer un petit peu, je dirais, son calendrier éditorial. Pourquoi ne pas lui proposer effectivement que bah, sur une idée, en dessous, il va avoir un endroit où il va contribuer toute la partie texte et photos, et ensuite une macro qui va automatiquement aller générer via ton générateur de page et mettre à jour ton site internet directement en ligne, quoi. Je sais pas, Shubham, est-ce que tu penses que c'est le type de choses qui peut avoir son utilité en tout cas, et peut être une utilisation potentielle? Moi, je l'ai vu surtout là avec, sur ces 2 dernières années que ça commence en mode joujou. C'est-à-dire qu'on a, une envie, tu vois, genre connecter, Notion à Google Calendar. On se dit: «Non mais attends, c'est overkill, il y a vraiment pas besoin de ça». Il y en a certains qui le font dans leur coin, qui font des automatisations à la main. Puis il y en a un qui va sortir un tool qui règle les problématiques techniques de base, des trucs, qu'on ne sait pas trop gérer quand on fait les choses à la main, les effets de bord, pas gérés et cetera, et une fois que l'outil devient, enfin je veux dire la synchronisation ou la connexion entre 2 outils devient, scellée assez bien, et bien là, il commence à avoir de plus en plus d'usages.
Et puis là, maintenant, tu vois, je te prends l'exemple de Notion et Google Calendar, même s'ils n'ont pas encore, eux, sorti de manière native cette automatisation. J'utilise un autre outil qui s'appelle Google Calendar Sync. Le fait que ça soit fait comme ça, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Parce qu'en fait, ça s'est passé, c'est venu d'un joujou, mais c'est devenu quelque chose d'assez bien fait. Et donc, cette histoire de, tu vois, Notion, WordPress, c'est vrai qu'à première vue, on se dit, non mais attends, c'est overkill, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait à la main, donc c'est-à-dire en utilisant Make, Zapier, etc. Et puis maintenant, il y a eu une intégration un peu plus solide, et donc, il va y avoir de plus en plus d'usage. Et donc, franchement, moi, là, je l'ai vu en 2 ans sur des trucs qui paraissaient joujou à la base, qui sont devenus sérieux, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Mais encore une fois, ça va partir du besoin, et c'est plutôt très bon signe dans un espèce de product market fit, qu'il y ait des gens qui essayent de passer outre pour pouvoir arriver à ça, tu vois. Est-ce que, selon toi, Alexis, à aujourd'hui, on peut aussi se servir de Notion? Alors là, on parle de contribution, mais plus une partie automatisation. Carrément. C'est surtout les bases de données en fait qui vont permettre de faire ça. On voit plein d'exemples, hein. Beaucoup de gens utilisent Make avec Notion par exemple, faire vraiment plein de choses par rapport aux données qu'on va rentrer. La seule limite que je vois, et peut-être que là-dessus Shubham connaît mieux en fait vraiment les automatisations, c'est que je pense que c'est assez difficile de manipuler les pages au travers de l'API et des intégrations. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je préfère utiliser tout notre SI en fait sur des données un peu rigides comme le CRM ou la facturation, etc. et plutôt sur Airtable. C'est parce que je trouve que c'est plus simple de manipuler des données dans les automatisations quand elles sont bien structurées dans Airtable. Par contre, tout ce que l'on fait, et donc je vais aller dans le sens quand même de ce qui a été dit, nous par exemple, on gère notre newsletter avec Notion, on fait tout dans Notion et ensuite, Gaëtan fait des copier-coller dans Substack pour envoyer les mails. Et c'est vrai qu'on le fait parce qu'on peut collaborer dans Notion. C'est carrément possible. Et d'ailleurs, je vois que par exemple, moi, j'utilise pas mal Zapier. L'application Zapier donc de Notion évolue très régulièrement du fait forcément de la simplicité apparente de la structure des pages de Notion, mais de la complexité sous-jacente. C'est très compliqué, je pense, à manipuler pour aller modifier des blocs à l'intérieur d'une page, des choses comme ça. Donc, il faut, pour l'instant, je pense, c'est plutôt autour des bases de données. Pour moi, d'un point de vue technique, la manière dont les pages sont conçues, c'est hyper malin, parce qu'en gros, tu vois, techniquement, c'est du JSON, etc. Et les blocs sont standardisés. Maintenant, on n'a pas une couche d'abstraction API-fiée qui soit assez simple d'utilisation. Mais je suis certain que ça va arriver. Le jour où ça va arriver, ça va être un délire. C'est-à-dire que la manière avec laquelle on drag and drop des choses à la main, je pense qu'il y a un espèce de... c'est horrible parce que je vais parler en chinois, mais tu sais, une espèce de... tu vois, une espèce de graphialisation de ce truc-là, une espèce de simplification de cet état-là qui est moche. Mais je pense que la structure est faite, les fondations sont faites assez intelligemment pour que ça se fasse. Et le jour où ça va arriver, on va pouvoir, je pense, sur Make, faire des trucs assez fous. Question suivante, refermer un peu sur ce chapitre, on va dire no code. Comment ça se passe aujourd'hui, typiquement, quand on a envie d'utiliser Notion vers l'extérieur? Quand on veut utiliser d'autres outils extérieurs, est-ce que je peux synchroniser Notion avec d'autres outils, d'autres API, etc. Est-ce qu'il y a des possibilités par rapport à ça? Comment ça se passe? Dans notre usage à nous, c'est vrai qu'on utilise beaucoup un peu Notion en vase clos, quoi. Et c'est pas forcément exemplaire du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Make et Zapier, qui sont les 2 outils d'automatisation les plus connus, ont des applications, des modules Notion dédiés, natifs, comme je disais, qui évoluent. Donc, c'est vraiment pour reprendre les mots de Shubham, la couche d'abstraction en fait au-dessus évolue. Tout ça en dessous, c'est l'API de Notion qui permet de faire ça. Donc, bon, les gens un petit peu plus techniques comprendront. Et l'API est très bien faite. Et après, il y a un écosystème autour d'applications qui n'est pas supporté officiellement par Notion, mais qui sont des applications comme Save to Notion, par exemple, qui est faite par Anis, d'ailleurs, qui est un membre de la communauté no-code française, qui est super. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a Notion Forms. C'est marrant parce que c'est beaucoup des Français, d'ailleurs, qui font ça, mais je pense que j'ai un biais, hein, évidemment, parce qu'on Non, mais c'est est vrai, en hein. France. Ça, c'est des choses qui ne sont pas supportées officiellement par Notion, mais qui viennent masquer plein de petits trous. On a aussi nos amis de Tally, par exemple, qui est un outil de formulaire qui marche très bien avec Notion. Donc voilà, tu vois, c'est pas forcément tant des automatisations, c'est des gens qui viennent se brancher. Et finalement, c'est vraiment ce que Shubham disait, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils utilisent l'API, ils en tirent profit pour proposer, pour qu'en fait, toi, ou l'utilisateur de Notion un petit peu lambda, n'ait pas à le faire, n'ait pas à se poser la question de l'API. Et s'il veut mettre un formulaire dans Notion, en attendant que ça soit une fonctionnalité native, il va dans Notion Form, il met sa clé d'API, ou je ne sais plus trop, enfin, ça se connecte. Et puis, voilà, c'est fait pour lui. Et puis, lui, il fait juste un embed, un copier-coller. Et puis c'est cool. Donc, ça se développe, clairement, c'est très intéressant. C'est quelque chose que je note depuis le début parce que donc moi, je l'avais découvert en 2020 et à l'époque, il y avait pas mal de widgets déjà et de quelques-unes intégrations natives proposées par Notion avant que l'API sorte même en bêta. Et en fait, petit à petit, effectivement, il y a eu tout un
ensemble de widgets et d'intégrations d'autres outils qui sont venus se greffer de manière non officielle et que les gens ont tendance à recommander assez facilement, notamment effectivement Save to Notion, qui est une extension qui est beaucoup plus complexe que l'extension similaire que propose Notion, par exemple. Enfin, complexe dans le sens où on peut aller plus loin dans les usages, mais après, elle est simple d'utilisation.